À mon tour de remercier la Chambre des syndicales des biologistes de m'avoir invité dans leur deuxième journée. Je remercie aussi la société GDD qui a permis ce symposium sur la tuberculose. Comme a dit Madame le professeur Benahouda, donc la tuberculose reste une actualité, reste toujours un problème d'actualité au Maroc et dans le monde. Alors, on va voir un peu d'épidémiologie. Dans le dernier rapport 2023, donc, qui vient d'apparaître, on compte à peu près 25% de la population mondiale est infectée. Donc, il a toujours été en contact avec ce bacille de corps et avec un nombre estimé de plus de 10 millions de nouveaux cas chaque année. Donc, 10 millions de nouveaux cas en 2022. Et 1 600 000 de décès quand même. Donc, donc après la Covid, c'est la maladie infectieuse la plus meurtrière. Bon, elle était la première, mais après la Covid, c'est la deuxième actuellement, la plus meurtrière. Et bien sûr, le couple BK-HIV, donc il est là pour aggraver la situation. Une autre situation grave qui augmente de plus en plus, c'est la tuberculose pharmacorésistante. On va la voir, on a à peu près 1 demi-million de cas chaque année de la tuberculose résistante. Alors au Maroc, la situation, donc les estimations de l'OMS, selon ce dernier rapport, on est actuellement à environ 94 par 100 000 habitants d'estimation, avec un nombre qui est faible pour le moment de l'association HIV tuberculose. Le taux de décès quand même, on est à 8%. Donc de décès, 8 pour 100 000 habitants, pardon, ce qui fait à peu près 3 000 décès par an au Maroc, plus de 3 000 décès par an à cause de la tuberculose, quand même, donc un taux de mortalité qui est très important. Ça, c'est les estimations. Ce qui est notifié réellement, c'est 30 000 nouveaux cas par an. Donc on est resté, on va dire, constant un petit peu sur 30 000 nouveaux cas, ce qui fait une incidence annuelle de 82 par 100 000 habitants, un petit peu plus l'homme que la femme, et surtout chez les jeunes. La tuberculose pharmacorésistante, en 2022, on était à 239 cas. Donc, la particularité marocaine, un petit peu, on va dire, peut-être maghrébine, parce que c'est le même cas en Algérie, en Tunisie, c'est l'augmentation. On a une diminution, certes, de la tuberculose pulmonaire au fil des années, une diminution de 1 à 2%, mais il y a une augmentation de la tuberculose extrapulmonaire, en particulier la tuberculose ganglionnaire et la tuberculose pleurale, ce qui fait qu'on reste un petit peu constant. Donc il y a une diminution peut-être de la circulation du BK dans la collectivité, vu que la tuberculose pulmonaire, c'est la tuberculose qui est contagieuse, mais il y a quand même une augmentation de la tuberculose extrapulmonaire, ce qui fait à peu près 50% de la tuberculose, toute forme. Alors, quelques définitions pour se comprendre un petit peu. Donc, surtout les définitions de la résistance. Donc, on parle de monorésistance, c'est simple. Donc, quand il y a une résistance à un seul antituberculeux de première ligne. Quand on parle de la résistance, de la multirésistance. Donc, la multirésistance, la malade qui est résistant à au moins les 2 médicaments majeurs de la tuberculose, qui sont la rifampicine et l'isoniazide. On appelle ça multirésistant ou multidrogue résistante, le MDR. Et il y a même l'ultra-résistance, quand un malade est résistant, en plus de la multirésistance, c'est-à-dire résistant à au moins la rifampicine et l'isoniazide, il est résistant aussi au quinolone. On sait que le fluoroquinolone sont des excellents médicaments de la tuberculose. Quand il y a une résistance au quinolone, on compromet beaucoup la réussite du traitement chez ce malade. Donc il y a la tuberculose multirésistante, il y a la tuberculose même ultra-résistante. Alors, le diagnostic, donc les outils de diagnostic, je peux dire qu'il y a quand même beaucoup d'avancées ces 20 dernières années en matière de diagnostic de la tuberculose. On ne restait plus donc sur l'examen direct, la culture, le Zil-Nelson, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui sont apparues ces dernières années, ça vous le savez. Donc, devant tuberculose pulmonaire présumée, il faut faire 2 échantillons d'expectoration, de préférence en 24 heures. Dont un est à jeun, donc ce n'est pas la peine de faire les 3 BK, on ne fait plus les 3 BK, on fait 2 BK. 2 BK soit à 1 heure ou à 2 heures d'intervalle parce qu'on sait que c'est-à-dire l'émission de BK elle est intermittente, ou bien on peut faire
un BK, c'est-à-dire on peut faire le BK le même jour de la consultation du malade, et un BK, on le fait le lendemain à jeun. Donc, et c'est suffisant. Le recueil des expectorations se fait soit de façon spontanée, donc sur l'expectoration, soit on peut faire une aspiration gastrique, surtout chez l'enfant, le sujet âgé qui n'arrive pas à expectorer. Une aspiration nasopharyngée, l'induction d'expectoration très importante, on peut faire une aérosolothérapie par du sérum sale hypertonique ou faire une fibroscopie et faire un lavage broncho-alvéolaire. Ça augmente aussi les chances d'avoir c'est-à-dire un échantillon positif. Chez l'enfant, on peut faire le recueil des selles. C'est très important, surtout en matière d'experts. On va le voir tout de suite. Alors, la tuberculose extrapulmonaire, j'insiste sur la tuberculose extrapulmonaire. Il faut faire une recherche bactériologique. En plus de l'histologie, il faut toujours faire la bactériologie. La bactériologie au niveau des liquides, depuis par exemple ganglionnaire ou des liquides de la pleurésie, de l'acide, mais aussi au niveau de la biopsie. Donc, quand on fait une biopsie, il faut coupler à l'histologie une bactériologie, c'est-à-dire faire, vous savez peut-être la technique, donc faire obligatoirement la bactériologie sur cet échantillon histologique. Alors, le seuil de détection, c'est en fonction de l'examen. L'examen direct, il faut au moins 5000 par ml pour avoir un BK positif à l'examen direct. Par contre, pour la culture, c'est 100 par ml, et surtout la culture au milieu liquide. C'est le gold standard. Je sais que tout le monde n'a pas, je pense qu'il faut des laboratoires de niveau 3 pour avoir le MGIT ou le BACTEC. Donc, il y a peut-être un ou deux laboratoires au Maroc qui font la culture en milieu liquide. Donc, c'est le gold standard. Donc, tous les examens, on le compare par rapport à la culture en milieu liquide. C'est le gold standard en matière de diagnostic de la tuberculose. Bien sûr, l'expert, c'est 100. Et actuellement, nous avons l'expert ultra, c'est 15 unités, c'est 15 copies par ml. Donc, suffit pour avoir un diagnostic. Voilà, donc c'est... Alors, les tests rapides, donc il y a un document de l'OMS qui vient de sortir en 2021, donc qui énumère un petit peu les tests qui sont approuvés par l'OMS, en commençant par l'expert RIF ou l'expert RIF Ultra, parce que l'Ultra, comme on l'a vu tout à l'heure, il est plus sensible, un peu moins spécifique que l'expert RIF, mais il est plus... Donc, c'est le même appareil, c'est le cartouche qui change. Alors, le TrueNet, ça n'est pas rentré, je pense, à ma connaissance au Maroc, c'est une solution indienne. Et puis, le LPA, le Line ProBSI, donc, qui permet aussi donc, le diagnostic de la tuberculose et le diagnostic de la résistance, on va le voir tout de suite. Il y a aussi donc, le LAMP. Le LAM aussi, on va voir en détail, d'autres, bien sûr, séquençage et d'autres. Alors, l'expert, comme vous le savez, c'est le test moléculaire utilisant la PCR en temps réel, automatisé, totalement automatisé. C'est pourquoi donc, on peut avoir une technicité très importante. Un laboratoire de niveau 1 peut être suffisant pour faire l'expert. Donc, il est plus sensible que l'examen microscopique et peut détecter des BK qui sont morts. Donc, on ne le fait jamais un expert dans la surveillance de la tuberculose. La surveillance de la tuberculose, on reste sur l'examen direct. Le diagnostic de la tuberculose et le diagnostic de la résistance, on peut le faire sur l'expert. Alors l'intérêt, bien sûr, c'est qu'il détecte la tuberculose et il détecte la résistance à la rifampicine, le médicament antituberculeux majeur qui est la rifampicine. Donc en même temps, en 90 minutes, il va nous donner ces deux données qui sont très importantes. Est-ce que le malade a une tuberculose? Est-ce que cette tuberculose est résistante à la rifampicine? Et dans le cas où il est résistant à la rifampicine, on considère que le malade est multirésistant parce que la monorésistance à l'INH est peu fréquente. La monorésistance à la rifampicine est peu fréquente. Le TrueNet, donc, c'est la même chose. Donc, il se base sur une PCR aussi. C'est un dispositif qui est portable, qui peut être utilisé même aussi dans les laboratoires périphériques. C'est le même taux de détection. Donc, à partir de 100 unités, il peut détecter un BK. Mais il peut faire aussi la résistance, mais en 2 temps. C'est-à-dire, il nous faut 1 heure et demie pour le diagnostic. Et puis, si le malade est positif, on lance la détection de la résistance. Donc, on ne va pas le faire en même temps. Alors, le LAMP, là aussi, c'est un test qui est intéressant. Donc, c'est un test moléculaire qui est commercialisé, basé sur la réaction d'amplification isotherme qui est médiée par une boucle. Donc, c'est un test
qui nécessite pas d'instruments là aussi très sophistiqués. Il n'existe pas des exigences de biosécurité qui sont très importantes et il peut constituer une alternative très importante pour l'examen direct. Alors, ce qui est le plus important sur le NAB, c'est que, vous voyez donc la sensibilité, il a une bonne sensibilité et une bonne spécificité. En le comparant par rapport à l'examen direct. La spécificité, c'est aux alentours de 96-100%. Et la sensibilité, donc par rapport à l'examen direct, il a une sensibilité qui est meilleure par rapport à l'examen direct. Alors, il y a une solution marocaine donc, qui a eu son certificat d'enregistrement donc, par la société Massir de ce test. Alors, le LAM, ce n'est pas un test moléculaire, mais c'est un test qui va détecter, c'est un test rapide qui va détecter une protéine, une lipide liposaccharide qui est présente dans la paroi de la mycobactérie tuberculeuse. Donc, il est bénéfique dans les cas où l'échantillon ne peut être obtenu. Donc, on va généralement tester sur les urines. C'est un test de grossesse. Donc, il est positif, mais il ne va pas vous dire la localisation de la tuberculose, et c'est un test qui est très rapide, en 20 minutes. Il n'est pas très sensible, 42%, et surtout sensible, il est spécifique, il est peu sensible, il est spécifique, il est surtout intéressant chez les sujets immunodéprimés, comme vous le voyez ici, quand il y a un taux de CD4 qui est inférieur à 100, on a une sensibilité qui augmente, donc à 56%, la spécificité aux alentours de 90%. C'est pourquoi les recommandations, selon ces dernières recommandations de l'OMS, les recommandations du LAM, donc, qui est actuellement là aussi, il existe au Maroc, ce LAM, donc, il est indiqué chez les sujets HIV, donc séropositifs, qui ont des symptômes de tuberculose, et qui ont une VIH avancée, c'est-à-dire très immunodéprimés, ou des malades qui sont gravement malades. Donc, il y a une définition HIV gravement malade. Donc, ça, 3, 4. Alors, pour terminer, moyen de diagnostic, l'adénosine désaminase, c'est un examen qu'on fait depuis une dizaine d'années, ou même un petit peu plus. C'est une enzyme qui est synthétisée par le foie, qui est augmentée en cas d'infection, d'inflammation mycobactérienne, surtout des séroses. Il a une bonne sensibilité, une bonne spécificité, 92%, 90% sur cette méta-analyse de 8000 malades qui montre quand même une bonne sensibilité, une bonne spécificité, avec des cut-off qui sont aux alentours de 40 pour la péritonite et pour la pleurésie, et aux alentours de 10 pour la méningite. Donc on peut le faire dans le liquide céphalorachidien, aussi dans le liquide d'acide, liquide pleural, liquide péricardite, aux alentours de 40. Donc si on est à plus de 30-40, on a une bonne sensibilité, comme vous voyez ici, une spécificité qui n'est pas mal. Ça peut bien sûr parfois différer ou même ne pas faire la biopsie pleurale. Alors quelles sont les recommandations? Les recommandations de l'OMS, c'est faire l'expert en première intention. L'expert soit RIF, soit ultra, de préférence l'ultra parce que l'ultra, il est plus sensible, comme on a dit tout à l'heure, un peu moins spécifique, mais il est plus sensible. Et puis, on recommande soit l'expert, soit le TrueNet. Pour la tuberculose pulmonaire, il recommande dans la méningite, parce qu'on n'a pas un test diagnostique dans la méningite, de faire l'expert en première intention dans la méningite tuberculeuse, et il dit, donc la recommandation, donc ces recommandations donc, relativement aussi donc, de 2021 ou 2022, pour les autres cas, donc on peut les faire. Donc ça, il faut les faire, mais on peut les faire pour l'aspiration ganglionnaire, biopsie ganglionnaire, le liquide pleural, liquide péritonéal, etc. Alors pour les tuberculoses de l'enfant, l'utilisation de l'expert RIF est étendue à l'aspiration gastrique, l'aspiration nasopharyngée et l'essai. Alors, qu'est-ce que nous avons recommandé dans notre comité national? Alors que nous avons 2 recommandations en 2019 et puis revues en 2022. On recommande presque la même chose. On n'a pas le TrueNet, donc on a l'expert. Actuellement, l'expert est généralisé au Maroc. Nous avons plus de 100 appareils dans les centres de santé de diagnostic de la tuberculose. Une centaine à peu près donc, au Maroc. Donc l'expert en première intention. Donc désormais, actuellement, le diagnostic de la tuberculose au Maroc se base sur l'expert et non pas sur l'examen direct. Donc, l'expert en première intention. Examen direct en deuxième intention, c'est bien sûr s'il n'y a pas l'expert. Pour la tuberculose méningée, la même recommandation.
Pour les autres cas, donc, pour les autres tuberculoses extrapulmonaires, la culture, donc on reste sur les cultures des produits pathologiques, le pus, les urines, les divers fragments biopsiques, et on est en train de changer ça. Donc probablement on aura des recommandations qui vont sortir incessamment pour dire aussi l'expert dans ces recommandations, dans ces indications. Donc ça, c'est pour le diagnostic de la tuberculose sensible, la tuberculose qui est la plus fréquente. La tuberculose pharmacorésistante, nous avons aussi beaucoup d'actualité. Nous avons aussi donc l'expert, l'expert XDR. Alors, l'expert XDR ou expert à 10 couleurs, c'est le même appareil, c'est un appareil un peu différent, c'est le même principe, je veux dire. C'est le même principe, mais un appareil différent. Donc, on ne peut pas faire sur le même l'appareil de l'expert RIF ou l'expert RIF Ultra, on ne peut pas faire, bien sûr, l'XDR. L'inverse est vrai, c'est-à-dire sur un appareil d'XDR, on peut faire l'expert RIF, donc on peut le faire. Donc, c'est des cartouches qui vont changer et un appareil qui va changer. Donc, il va détecter, donc l'intérêt de l'XDR, c'est de détecter d'autres résistances en dehors de la rifampicine. Parce que l'expert RIF détecte la résistance à la rifampicine. Donc, un malade qui est déjà résistant à la rifampicine, on va détecter est-ce que le malade il a d'autres résistances, résistance à l'INH, l'isoniazide, résistance au fluoroquinolone, résistance à l'ithionamide et résistance aux injectables, donc les aminosides, streptomycine, streptomycine, amikacine, kanamycine. Là aussi, au moins 90 minutes avec une sensibilité et une spécificité qui est de 94 à 100%. Donc, c'est vraiment de bonnes sensibilité et spécificité, comme vous le voyez ici. Un petit peu moins pour les injectables, l'amicacine, etc., et les thionamides, mais c'est bien pour l'isoniazide qui est très important, c'est un médicament majeur. L'ioquinolone, qui est la base du traitement de la tuberculose résistante. Donc, nous avons une bonne sensibilité, une bonne spécificité. Le LPI, alors le LPI n'est pas utilisé pour le diagnostic de la tuberculose. Il est utilisé uniquement pour le diagnostic de la tuberculose résistante. Alors nous avons deux types de LPI qui existent au Maroc. Le LPI, alors pourquoi il n'est pas intéressant pour le diagnostic? Parce qu'il nécessite, comme j'ai mis ici, il nécessite un échantillon qui est riche en BK, donc un frottis positif, un examen d'acte positif, ou bien on peut le faire sur une culture. Alors nous avons deux tests qui sont les plus importants. Donc, il y a le LPI dit première ligne, et LPI dit SL, seconde ligne, deuxième ligne, qui vont nous permettre de diagnostic des résistances. Voilà, et première ligne, résistance à la rifampicine isoniazide, deuxième ligne, résistance au quinolone ou injectable. Mais actuellement, avec l'XDR, qui est actuellement disponible au Maroc, là aussi, nous avons une dizaine d'appareils qui est répertorié au niveau donc, des régions des Maroc. Donc, on peut faire actuellement le diagnostic par l'expert, ce qui est plus important. Donc, actuellement, les recommandations, faire un gène expert RIF, s'il y a une résistance à la rifampicine, passer à un gène expert XDR pour voir est-ce que le malade il a une résistance à l'INH et en fonction de ça, on va donner le traitement. Alors, le diagnostic de l'infection tuberculeuse. Le diagnostic de l'infection tuberculeuse, actuellement, l'OMS, depuis 2018, il insiste sur la notion d'infection tuberculeuse. On a dit tout à l'heure, on va le répéter, je pense, on va le répéter. Alors, la définition, c'est quoi l'infection tuberculeuse? C'est un malade qui est infecté, qui a reçu le BK et qui n'a pas de symptômes. Alors, nous, par exemple, personnel de santé, on est infecté. Donc, persistance de bacilles tuberculeux viables contrôlée par le système immunitaire, aucun symptôme, pas de contagiosité. Donc, c'est un quart de la population mondiale, on va le voir, voilà. Donc, population mondiale 7 milliards, il y a à peu près 1,7 milliard de personnes qui sont infectées dans le monde. Si on extrapole ça sur le Maroc, qui a une population de 34 millions, un petit peu plus, on est à peu près à 8 millions de patients, de citoyens, c'est pas des patients, de citoyens qui sont infectés, donc qui ont déjà été en contact avec le BK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces patients? On va le voir. On va définir des sujets à risque. Alors, quels sont ces sujets à risque? Les sujets à risque de passer de la tuberculose infection à la tuberculose maladie, c'est ça, c'est les malades qui ont un sida, déjà au stade de sida, un malade qui est infecté VIH sans symptômes, les greffes d'organes, les cytocotiques, l'insuffisance rénale chronique hémodialysée, les cancers, certains cancers, la tête et cou, le traitement par les inhibiteurs de TNF-alpha,
les corticoïdes, etc., les diabètes sucrés. Donc, il y a une quinzaine de sujets qui sont, une quinzaine de facteurs de risque qui vont augmenter le risque de passer de la tuberculose à infection. À malade qui a déjà eu la tuberculose, vous savez que le BK peut rester des années cloisonné au niveau intramacrophagique. Il va continuer sa multiplication à l'occasion d'une diminution de l'immunité. Alors, à partir de ce moment-là, il faut prendre des choix. On ne peut pas traiter tout le monde, bien sûr. Alors, ce qui est pris par l'OMS et pour notre programme national de lutte antituberculeuse, c'est ça. Donc, on a défini six catégories qu'on va traiter, qu'on va diagnostiquer et traiter. C'est le sujet contact avec un cas de tuberculose pulmonaire, son sujet de risque à faire la tuberculose, la notion de contagion. Les personnes vivant avec le VIH, on a vu, donc 15 à 20 fois plus de risque. Alors, je reviens. Voilà, donc le risque 1, le sujet sain. Voilà, le risque 1, c'est en bas. Le risque 1, et ça, c'est 50 fois plus de risque, 20 fois plus de risque, 30 fois plus de risque. Donc, on va... les choix que nous avons pris, donc, comme j'ai dit, les sujets contacts avec un cas de tuberculose pulmonaire, parce que la tuberculose pulmonaire est la seule tuberculose qui est contagieuse, les personnes vivant avec le VIH, les patients candidats à un traitement par anti-TNF ou toute autre biothérapie qui déprime l'immunité, les patients en insuffisance rénale traités par hémodialyse ou dialyse péritonéale, les patients en préparation à une greffe d'organes ou greffe hématopoïétique et les actuels anciens mineurs de fond exposés à la silicose. Donc ça, on a pris c'est la recommandation de l'OMS un petit peu. Certains pays ont pris d'autres personnes, le personnel de santé ou autres, par exemple, dans les pays développés. Mais chez nous, c'est les catégories chez qui on va diagnostiquer l'infection tuberculeuse et chez qui on va éventuellement traiter s'il y a une infection tuberculeuse positive. Alors, comment on va diagnostiquer la tuberculose? Il faut 3 critères. Tout d'abord, l'infection tuberculeuse, le malade n'a pas une tuberculose. Donc, le malade n'a pas de symptômes et la radio, par exemple, thoracique est tout à fait normale. On peut même faire un scanner pour éliminer la tuberculose. Donc, il faut absolument éliminer la tuberculose. Éliminer la tuberculose guérie, un malade qui a déjà traité pour une tuberculose avec un traitement qui est efficace, c'est-à-dire il a pris les médicaments majeurs, on ne va pas traiter. Et puis après, donc on va éliminer ces deux conditions. Après ça, on va tester est-ce que le malade il a une tuberculose infection. Les tests que nous avons actuellement sont des tests immunologiques, en particulier le test cutané tuberculinique et les IGRA. Voilà les tests cutanés tuberculiniques et les IGRA. Donc, ils vont mettre en évidence la même chose, la production de l'interféron, soit au niveau de la peau, soit au niveau du sang. L'intradermoréaction, vous le savez, ou le test tuberculinique, les seuils de positivité varient en fonction du sujet, de son immunité, de sa vaccination. Vous savez que si on est vacciné, on va avoir une intradermo positive. Le test il est peu reproductif en raison d'une variabilité intra- et inter-observateur. Donc, quelqu'un qui va le lire, il va vous dire 5 mm, l'autre, il va vous dire 7, l'autre, il va vous dire 10, et ça va bien sûr impacter la décision. Il y a des faux positifs pour le test cutané tuberculinique, l'infection par des mycobactéries non tuberculeuses, les mycobactéries atypiques, la vaccination comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a des faux négatifs, une allergie cutanée en cas d'immunodépression, une infection tuberculeuse récente. Chez les nourrissons et sujets âgés, on peut avoir des intradermaux négatifs. En cas de tuberculose grave, en cas de virose, en cas de certaines maladies sarcoïdoses ou autres, on peut avoir une intradermoréaction négative. L'IGRA, donc le test de libération d'interféron gamma, donc, il se base sur la stimulation de lymphocytes T par des antigènes et la détection de la production de l'interféron gamma. Des antigènes qui sont spécifiques, qui sont le CF10 et l'early secretory antigen target protein 6 et le TB77. Alors, l'OMS, c'est-à-dire sur ce dernier bouquin de l'OMS, il a approuvé qu'il y a actuellement 5 tests qui sont approuvés par l'OMS de libération d'interféron gamma. Le premier, alors 4, se base sur la détection de l'interféron gamma et le T-spot qui va se baser sur la stimulation des lymphocytes T. Alors, il y a le quantifiant anti-bigode plus,
Il y a le QRH qui est QRH, quantiferon TB, qui on va dire le cousin de quantiferon TB Gold, parce que c'est la solution portable de quantiferon TB Gold. Et puis il y a deux tests qu'on va voir. Donc le TB IGRA de Viking, qui est le one-side. Et il y a le standard ETB Ferrand, qui est la solution coréenne, qui se base sur la même chose, c'est les mêmes protéines, SAT6 et CFP10, TB77. Voilà, donc le quantiferon, vous savez que le quantiferon, il y a 4 tubes. 4 tubes, il y a le tube, il y a le NIL qui est le témoin négatif, il y a le témoin positif, le mitogène, et puis il y a 2 types, le TB1 où il y a le CD4, le TB2, où il y a le CD4 et le CD8. Alors, il faut absolument, dans l'interprétation du quantiferon TB Gold, avoir un témoin négatif ou un témoin positif positif. Si vous avez un témoin négatif positif supérieur à 8 ou un témoin positif négatif, c'est un test qui est indéterminé. Ça arrive dans 2% à peu près, 1-2% des cas. Alors, et pour avoir un test positif, donc, il faut avoir un témoin négatif, un témoin positif, et il faut avoir un seuil supérieur à 0,35 ou bien supérieur à 25, alors dans l'un des 2 types, le type TB1 ou TB2. Voilà, donc. Alors, le quantiferon plus est considéré positif si la réponse d'interféron gamma de l'un des tubes de TB est nettement supérieure à la valeur de l'interféron gamma de type NIL, qui est le témoin négatif. L'échantillon NIL peut présenter des taux élevés d'interféron gamma en présence d'anticorps hétérophiles ou d'une sécrétion intrinsèque d'interféron gamma. C'est rare, donc c'est moins de 1%, 2%. Alors, IGRA positif, c'est quoi? C'est traduit une infection tuberculeuse, donc on est en train de chercher l'infection tuberculeuse, mais il y a des faux positifs. Faux positifs à cause d'une infection à certains mycobactéries atypiques. En cas d'intradermo-réaction antérieure, alors si l'intradermo est inférieur à 3 jours, on peut faire l'IGRA. Alors s'il est entre 3 jours et 1 mois, il ne faut pas faire l'IGRA. Donc il faut au moins attendre 1 mois pour faire l'IGRA. Sinon, on va tester plutôt l'intradermo et non pas tester l'IGRA. Variabilité du test lorsque la valeur quantitative obtenue est proche de seuil. Si on est à 0,4, 0,5, vaut mieux refaire. Alors, l'IGRA négatif traduit l'absence d'infection tuberculeuse. Et bien sûr, plusieurs études ont montré que la progression de l'infection tuberculeuse vers la tuberculose maladie dans les 2 années suivant un contact avec une tuberculose positive est de 2 à 14%. Mais si l'IGRA est négatif, il est de 0,12 à 1%. Donc, c'est-à-dire, si on est à un IGRA négatif, on a une bonne valeur prédictive négative. Et si l'ITL est traité, alors que c'est l'intérêt de traiter l'ITL, on va diminuer davantage, donc on est 0 à 1,4%. Les faux négatifs sont observés en cas de test réalisé trop précocement. Donc, si on est dans la phase anti-allergique, moins de 6 à 8 semaines. Donc, il faut toujours demander le début de symptômes avec le cas de contact. Donc, il faut avoir 2 mois, pour faire l'IGRA. Sinon, on est obligé de la refaire pour voir est-ce que c'est vraiment négatif. En cas d'infection tuberculeuse ancienne, il y a la disparition, la diminution de la réponse cellulaire effectrice. En cas de mauvaise manipulation. Alors, pour comparer un petit peu les tests par rapport à l'intradermo-réaction, test cutané par rapport au test de libération d'interféron gamma, surtout donc le délai de réponse qui est de 24 heures au lieu de 72 heures, et puis il n'existe pas de consultation par rapport à une consultation, et c'est un test qui est standardisé, il y a un témoin, donc c'est très important pour les résultats. Il y a des études. Je vais mettre uniquement cette étude qui a comparé le quantiferon par rapport à l'intradermo. Donc, ils ont pris 954 patients contacts. Ils ont réalisé et l'intradermo et le quantiferon. Ils ont mis une intradermo positif à partir de 5 mm. C'est déjà c'est-à-dire un seuil qui est bas. Et ils ont suivi les malades pendant 3 ans et demi. Ils ont proposé le traitement de l'infection tuberculeuse pour le quantiferon positif uniquement. Alors, c'est le design de l'étude. Donc, on a eu 198 patients qui sont quantiferons positifs et 700 qui sont quantiferons négatifs. Donc, on a dit qu'on va proposer le traitement uniquement si le sujet
qui sont quantiferants positifs. Alors, si c'est 198 200 malades, nous avons 142 qui sont positifs aux deux tests, ne sont pas traités, et 17 malades ont développé la tuberculose. Chez 5 malades qui sont positifs aux tests cutanés, qui ne sont pas aux quantiferants, ne sont pas détectés par le test cutané, ne sont pas été traités, 2 ont fait la tuberculose. Et 51 malades qui sont positifs à la tuberculose, c'est-à-dire aux quantiferants, aux tests cutanés, qui ont été traités, aucun n'a fait la tuberculose. Donc, d'où l'intérêt du traitement de l'infection tuberculeuse. Par contre, on peut voir donc ce deuxième bras. Donc, quantiferants négatifs, il y a eu quand même 413 malades qui sont positifs au test cutané. Donc, on pourrait traiter 400 malades si on raisonnait sur uniquement l'intradermo. On n'a pas traité, aucun malade en 3 ans et demi n'a fait la tuberculose. Bah, les négatifs, les deux, la même chose, aucun n'a fait la tuberculose maladie. Donc, pour dire que le quantiferant a identifié 100% des contacts ayant développé la tuberculose, sont tous positifs. L'intradermo avec un seuil a identifié 89%, 17%. Avec un seuil à 10, si on augmente le seuil à 10, c'est le seuil recommandé au Maroc qui sont tous vaccinés, c'est 53 uniquement qui vont détecter. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, 55% des individus négatifs ou quantiferants sont positifs à l'intradermo, mais aucun patient n'a développé la tuberculose maladie. Donc, d'où l'intérêt de faire un quantiferant qui est plus sensible, plus spécifique plutôt, que l'intradermoréaction. Alors, il y a 4 tests, il y a 5 tests. On va essayer de comparer ces tests. On va les comparer surtout en 2 choses. La technicité, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais surtout sur les publications. Sur le quantiferant, nous avons plus de 2000 publications. Donc, toutes les publications sortent sur le quantiferant. Sur le tibiférant de la Corée du Sud, c'est uniquement une dizaine de publications. Et sur l'Ioferrant, le Honsai de la Chine, uniquement une publication sur PubMed. Alors, une publication sur PubMed, il est peu utilisé. Le ferrant, il est utilisé uniquement presque en Corée du Sud. Par contre, le quantiferant TB-Gold, il est utilisé dans le monde. Pour dire que quand même, donc voilà, donc il y a voilà, le tibiférant, donc il a une sensibilité selon ces 10 études qui est pas mal, mais il y a quand même une discordance par rapport au quantiferant, une concordance dans 88, donc une discordance dans 12% quand même. Dans ces études. Et puis dans le l'Ieferrant Honsai de Pékin, donc il y a quand même 29% de résultats indéterminés par rapport à 0,5% que nous avons vu tout à l'heure. Alors, le dernier paragraphe que je vais traiter, c'est l'intérêt des tests de libération d'interféron gamma dans le diagnostic de la maladie. J'ai mis cette méta-analyse dans la tuberculose extrapulmonaire. Donc, le quantiferant TB, il a une sensibilité de 112%, une spécificité de 82%. Pas énorme, mais quand même, il peut aider. C'est un faisceau d'arguments qui peut nous aider. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail des études, en cas de suspicion de tuberculose ganglionnaire, alors le tuberculose, on va dire chronique un petit peu, tuberculose ganglionnaire ou ostéo-articulaire, un résultat négatif peut être utile pour exclure le diagnostic de la maladie. Donc l'intérêt, c'est surtout d'avoir un résultat négatif, ça peut exclure la maladie. L'inverse, dans les pleurésies ou dans les méningites, n'a pas beaucoup d'intérêt, le test de l'interféron gamma. Sachez qu'on peut faire... Voilà une autre étude qui montre là aussi la même chose sur 163 patients. Donc, les résultats faussement négatifs sont de 28%. Ils sont faussement négatifs, surtout au niveau de la tuberculose pleurale, mais sont peu faussement positifs, uniquement dans 8% et uniquement dans 5% en matière de tuberculose ganglionnaire, osseuse et gastro-intestinale. On peut le faire au niveau de l'IGRA, il est plus sensible, on peut faire l'IGRA au niveau des séreuses, au niveau des liquides pleurales, liquides péritonéales, il est plus sensible par rapport à l'IGRA dans le sang. Voilà, donc cette étude montre la même chose, un peu plus coûteux. Alors en conclusion, je vais dire que il y a des progrès. Il faut faire de bons prélèvements pour augmenter la sensibilité, l'expectoration induite, l'histologie, on n'oublie pas l'histologie. L'intérêt majeur actuellement de l'expert dans le diagnostic de la tuberculose, mais aussi dans la tuberculose extrapulmonaire et dans la tuberculose extrapulmonaire, et intérêt de l'IGRA pour le diagnostic de l'infection tuberculeuse qui a un regain d'intérêt et pour orienter le diagnostic de la tuberculose maladie. Et je vous remercie.